Bonsoir à tous. Sur Facebook, on m'a posé une question vraiment très intéressante. Mais la réponse, est complexe, donc je peux pas y répondre, uniquement par un message, ce serait trop compliqué. Enfin, pour moi, ce serait trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, mais en plus, ça risquerait de créer de la confusion. Donc, je préfère répondre par vidéo et m'exprimer, pour que les choses soient très claires. Voilà. Donc on m'a demandé, si lors de l'achat du terrain, il y avait une clause, suspensive, si jamais on n'obtenait pas le PC, le permis de construire. Alors oui, il y avait une clause suspensive, mais c'est pas si simple que ça et je vais vous expliquer, pourquoi, c'est pas le problème dans notre cas. Déjà, il faut comprendre le contexte. On est sur Ficfleur et Quinville depuis 5 ans et demi maintenant. On est tombés amoureux du coin, mais vraiment, voilà quoi. Mon mari, est de pas très loin d'ici, mais et on a des amis dans le coin. Donc moi, j'ai découvert le coin, ouais, il y a quelques années en arrière et on savait qu'on voulait venir vivre dans le coin. Et puis, lors du covid, je suis venue me réfugier ici et c'est là où j'ai vraiment découvert, les la vallée de la Vilaine et la vallée de la Morelle, donc cette partie du plateau. Et voilà, moi je suis tombée follement amoureuse, de ce coin-là et je voulais absolument construire une maison ici. Donc on a d'abord loué en se disant: «Bah, on prend le temps de trouver quelque chose, un bon terrain, pour notre projet et tout ça». Donc on loue ici, là où on est maintenant et on pensait pouvoir y rester très longtemps, tout le temps que le projet ne dure pour construire notre maison, peu importe, la complexité et cetera et cetera. Donc du coup, on a commencé à sérieusement chercher un terrain il y a 3 ans et on en a vu des terrains, on en a vu beaucoup, 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 beaucoup et mais des terrains qui correspondaient exactement au projet qu'on voulait faire, il y en avait pas tant que ça, il y en avait à peu près une dizaine. Sur les 10 qu'on a cherchés, en fait, quand on a voulu prendre rendez-vous, eh bien la plupart étaient déjà achetés. On a réussi à prendre rendez-vous qu'avec 4. Et sur les 4 pour lesquels on a pris rendez-vous, les 3 qui ont précédé celui qu'on a acheté, en fait, donc on les a visités. On a pris le temps, 2 jours, pas plus, hein, 48 heures pour vérifier les informations, qui nous avaient été données par l'agence, pour checker les points particuliers qui nous paraissaient, à checker pour la faisabilité sur le type de projet qu'on avait. Le temps de chercher, le temps de valider, quand on appelait ou quand on envoyait le mail pour bloquer le terrain, ah ben il avait déjà été acheté. Et il avait été acheté par qui? Pas par n'importe qui, hein, tout le temps par des promoteurs. Voilà, donc on aura appris plus tard que, la pression et la tension sur le marché, immobilier du coin, du secteur, que ce soit sur les terrains ou que ce soit sur les biens, immobiliers, enfin les appartements, les maisons et cetera, était extrême, et parce qu'il y avait de la spéculation immobilière dans le coin, donc je pense que vous êtes déjà tous au courant, hein, c'est le secteur, voilà, on n'est pas loin de Deauville, voilà. Et c'est la raison également pour laquelle aujourd'hui on trouve pas de location qui nous permette de nous reloger dans les circonstances actuelles. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé. Maintenant pour le terrain qu'on a acheté. Donc finalement, en fait, on est tombé sur ce terrain presque par hasard, et au lieu d'être une agence, c'était les propriétaires directement qui le vendaient et ils voulaient pas vendre à n'importe qui. Donc parce que le terrain était compliqué, et qu'ils voulaient expliquer toutes les complexités du terrain, à la personne qui potentiellement voulait acheter pour, pas qu'elle se voilà, pour pas qu'elle se fasse de mauvaises idées sur le terrain et cetera. Donc quand on les a rencontrés, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est: «Attention, c'est un terrain compliqué, il y a des servitudes dessus. En plus, il est en zone Asie, mais il est UD. Nous avons un certificat d'urbanisme. Par contre, il y a un avis défavorable actuellement de la GEMAPI, mais le terrain est constructible». OK. Donc nous avons regardé le terrain. Le terrain, de tous les terrains qu'on avait vus, c'était celui qui avait, enfin c'est même pas les meilleurs facteurs, c'est-à-dire qu'il avait tous les facteurs pour pouvoir faire notre projet éco-responsable et en fait même mieux parce qu'il permettait d'aller jusqu'au bout de la démonstration de ce qui pouvait être bien fait, heu, pour ce qu'on voulait faire quoi, pour notre objectif. Ne pas faire qu'une maison pour nous, mais aussi une maison qui puisse être un exemple, comme quoi on peut faire quelque chose dans des, budgets qui sont des budgets raisonnables, mais qui tiennent compte de l'écologie, de l'économie, circulaire, enfin réelle, et du changement climatique. Donc toutes les briques étaient là, donc c'était vraiment génial. Mais on s'est pas précipité. Les propriétaires ont été
adorables et ils sont encore adorables d'ailleurs, on les aime énormément, voilà et c'est une des raisons supplémentaires qui a fait qu'on a vraiment voulu acheter ce terrain, c'est qu'on s'est très bien entendu avec eux. On a compris leur philosophie, on a compris plein de choses, et du coup on a dit: «Bah, si on les a comme voisins, voilà, surtout que c'est notre projet de fin de vie, donc pour le reste de notre, et bah, on sera très contents, on sera très heureux», voilà. Donc ça a été une raison supplémentaire de vouloir acheter ça. Donc donc on a pris 10 mois pour faire un dossier de faisabilité. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a appelé la GEMAPI parce que c'était le risque majeur, c'était qu'il était en zone inondable et qu'il y avait un avis défavorable. Donc déjà, on a vérifié que si réglementairement cet avis, il était contraignant ou pas, parce que ça dépend de si on est en zone PPRI ou si on est en zone ASI, ce n'est pas du tout la même réglementation. Donc dans les PPRI, les études faites par la GEMAPI valent refus si elles sont défavorables. Mais dans une zone ASI, c'est consultatif. Et le maire a l'obligation légale de vérifier la légalité du permis de construire. Et si jamais il y a un avis défavorable, il doit vérifier si le fait de refuser le permis pour la raison de cet avis défavorable est légal ou pas. Dans notre cas, c'est ça le problème, c'est que en fait, l'avis il est défavorable, mais la doctrine est respectée. Donc, il est défavorable par principe, mais pas dans les faits. Et la loi, la jurisprudence est claire sur ce sujet-là. Le fait qu'il y ait un avis défavorable de la GEMAPI n'empêche pas la construction si le projet respecte la loi, la réglementation et la doctrine, ce que nous avons. Et si vous voulez, quand on a eu la GEMAPI, la chef de projet la première fois, et qu'on lui a dit, mais si on construit un projet qui est fait exprès et qui est réfléchi par rapport aux caractéristiques du terrain, et le fait que le terrain est en partie en zone inondable, est-ce que vous nous donnerez un avis défavorable quand même? Et là, il nous a répondu quelque chose de très simple. Ah mais non, il n'y a pas de raison que je vous donne d'avis défavorable parce que jusqu'à présent, si j'ai donné des avis défavorables sur les CU de ce terrain, c'est uniquement parce qu'il n'y avait pas de projet et que nous sommes habitués à avoir des projets génériques faits par des promoteurs. Et ce type de projet de maison que nous traitons 90% du temps ou 95% du temps ne serait absolument pas conforme pour la construction d'une maison de ce terrain. Donc l'avis défavorable qu'on a émis de principe, c'est un avis parce qu'on n'a pas de projet, par défaut. Mais si effectivement vous respectez toute la doctrine et que vous construisez une maison qui est faite pour le terrain, il n'y a aucune raison que nous refusions, que nous mettions défavorable sur notre avis. Donc, mais le problème, c'est que ça, c'était l'ancienne responsable, l'ancienne chef de projet GEMAPI. Donc, nous nous sommes basés sur ce premier échange pour aller vérifier chacun des points de viabilité du projet, chacun des risques, les SUV. On a contacté la Trapil, on a fait toutes les demandes, déposé les dossiers, récupéré les personnes, on a fait les tracés, on a fait l'épiquetage, on a fait venir les différents bureaux d'études qui ont fait toutes les études de sol, les études d'assainissement. Enfin, je sais plus, on a fait plein de choses. On a même payé demandé des services supplémentaires, notamment aux topographes, pour venir nous marquer la topographie exacte du sol. Ils sont pas du tout obligés de le faire, hein, mais la topographie exacte du sol à chaque endroit qui était important pour nous pour qu'on puisse calculer le NGF. Et pour pouvoir justement mettre les contre-mesures pour réguler le risque. On lui a demandé aussi de placer les tracés des SUV, les zones de réserve, donc par exemple à 10 mètres de l'endroit où le pipeline est installé, à 10 mètres de l'axe de ruissellement des eaux par la route, à 5 mètres du canal du bief en fait qui est en bas du terrain. Donc nous avons pris la réglementation, toutes les réglementations qui étaient par lequel le terrain était concerné. Nous avons fait ligne par ligne et nous avons tout checké. Ça nous a pris 10 mois. Ensuite, nous avons construit le permis de construire avec une documentation tout à fait conforme à la doctrine. Nous avons soumis notre permis de construire et là, nous avons eu la chef de projet du Ponto de Mer parce que nous dépendions encore de l'ancien, parce que le CU qu'on a eu c'était pas celui du nouveau PLUI, c'était celui encore de l'ancienne façon de faire. Donc nous dépendions du chef de projet, enfin de la chef de projet de Pont de Mer qui nous a dit ah là là, vous risquez d'être, l'urbanisme, vous risquez de tomber dans le switch entre de Ponto de Mer à Honfleur, et nous savons qu'en Honfleur, ils sont beaucoup plus pointilleux sur certaines choses. Donc je vous conseille, si vous voulez pas avoir de problème, de refaire votre documentation graphique et ce que vous avez marqué à l'écrit sur votre dossier, de bien le préciser, de bien l'écrire sur les documents graphiques parce que pour qu'on comprenne bien comment est fait votre projet, où est l'implantation, etc. Parce que c'est vrai que c'est un terrain complexe. Donc, elle nous a dit ça, je crois, un mois. On avait déposé
mars. Elle nous dit ça, on a la réponse un mois après. Donc on est allé la voir, on a fait 2 rendez-vous de check au fur et à mesure. On avait fait des premières modifications, c'était pas suffisant. Une deuxième modification, c'était bon. Et donc une fois que c'était bon avec les dernières petites voilà, virgules, détails, etc., on a redéposé la nouvelle liasse graphique des documents sur le portail unique, hein, le guichet unique. Donc il y avait 2 versions au projet, 2 versions au permis de construire, la première version et la version numéro 2. Donc nous étions hyper confiants parce qu'en plus, même le maire nous avait dit oui, a priori, moi j'ai pas d'avis défavorable, je suis plutôt favorable à votre projet, voilà. Donc on était plutôt en confiance, même si initialement tout au début, le maire nous avait dit oh mais c'est pas possible de construire sur le terrain, vous comprenez, il est inondable et tout ça. Mais bon, vu qu'on avait fait 10 mois d'enquête et 10 mois de dossier de validation, enfin, dans notre tête, il nous est jamais venu une seule seconde que ça pouvait être un problème politique. Voilà, que ça pouvait être un problème de positionnement politique, un positionnement de principe par rapport à ce qu'on a appris après, un conflit entre la préfecture d'Évreux et la communauté de communes d'Honfleur, et une posture frileuse quant à la prise de risque par rapport à ce qui a pu se passer dans le contrebas de la vallée sur la rivière Sainte-Sauveur. Pour vous donner un exemple, lors de la réunion qu'on a eue quand on a fait le recours, quand on a demandé un recours gracieux et on a rencontré l'équipe, on nous a dit, mais vous rendez-vous compte, dans les années fin des années 90, un promoteur est venu construire un lotissement à la rivière Saint-Sauveur. Il est arrivé avec un dossier béton, technique et faisabilité pour pouvoir s'installer en zone inondable. Résultat des courses, à peine un an après, comment dire, tout a été inondé et nous avons dû construire un bassin de rétention d'eau à 400 000 euros. Alors si eux se sont plantés, vous, en gros, nous, je vais le formuler comme ça parce que je veux pas être mal poli, mais en gros, nous, comment est-ce qu'on pouvait tout seul se débrouiller pour faire mieux qu'un promoteur, voilà, qu'une grosse entreprise, parce que apparemment c'était un gros promoteur. Alors je ne sais pas qui c'est qui l'a construit, hein, ce truc, mais bon, j'imagine que c'est voilà. Hein, et moi, ça m'a blessée parce que quel est le rapport entre un promoteur qui fait tout pour réduire les coûts, pour augmenter les marges et donc qui va faire les choses à l'arrache et qui va pas forcément se préoccuper de la réalité du projet, mais plus de comment est-ce qu'il va faire pour livrer son projet le plus vite possible pour engranger le plus. Donc ça, parce que faut pas être naïf. Hein, j'ai bossé pour des grandes entreprises, je sais comment ça fonctionne. Et moi, en plus, qui montrait patte blanche pendant tous ces 10 mois, qui expliquait les choses à beaucoup de monde. Tout le monde trouvait que le projet était super bien. J'ai même eu l'architecte d'Évreux et la DDTM d'Évreux qui étaient ravis par le projet, par la philosophie du projet. Certains m'ont demandé s'ils pouvaient venir visiter le chantier pendant qu'on montrait et faire visiter le chantier à d'autres. Voilà, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur le projet. Et donc clairement, on ne s'y attendait pas à ce refus. C'est-à-dire qu'en gros, donc oui, donc je continue, donc on dépose le dossier. Et en septembre, je reçois un appel de la GEMAPI, une jeune femme qui n'était pas du tout la dame que j'avais au téléphone. Donc je suis curieuse, je dis mais vous êtes la chef de projet, elle n'est pas là votre responsable? Ah ben non, je suis la seule. Et j'ai dit mais alors elle est partie? Elle dit oui, je la remplace. D'accord, ça fait longtemps? Non, non, ça fait 2 mois. Bon, peu importe. Donc et là en fait j'ai remarqué, enfin elle me parle de choses qui en fait étaient totalement explicitées justement sur les nouveaux documents qu'on avait fournis grâce à l'aide de la responsable de Ponto de Mer. Et je me suis dit oh là, mais c'est pas suffisant ce qu'on a fait. Il fallait que ce soit encore plus détaillé. Alors je lui pose la question, mais sur quel document vous vous basez pour me dire? Et là elle me donne un document et clairement c'est pas le bon document, c'était l'ancien document. Donc je lui dis mais est-ce que vous avez reçu la nouvelle IA, celle qui a été déposée le 30 juillet, je sais plus, ou quelque chose comme ça? Ah ben non, moi j'ai ça. Et puis j'ai fait ah là 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 là, il y a dû avoir un problème technique. Peut-être que la plateforme n'a pas fonctionné et du coup vous n'avez pas reçu la dernière version du dossier. Donc je lui renvoie toute la documentation. Là, elle me dit ah c'est beaucoup plus clair. Ah oui, je comprends mieux. D'accord, ok. Elle me pose les questions complémentaires. Je réponds à toutes ces questions. Elle avait l'air ravie. Elle me dit bon, la dernière chose qui me manque, c'est une note de calcul pour le volume de pluie qui va tomber dans la zone que vous avez prévue de drainage. Donc on part, on fait les recherches, on appelle les experts et tout, on fait les calculs, on lui fournit la note de calcul. Super, très bien. Dernier coup de téléphone que j'ai avec elle. Bon, bah, tout me paraît en ordre. Effectivement, vous avez respecté toute la doctrine. Notre seul, on va dire, le seul conseil qu'on veut vous donner, c'est que quand vous allez faire le remblai, que vous fassiez faire, comment on appelle ça, une étude G2, G2, G3, ouais, c'est ça,
non, G2, G3, G4, pour être sûr que les techniques que vous utilisez pour le remblai soient des techniques qui soient contrôlées, pour qu'il n'y ait pas de risque sur la sécurité publique. Voilà ce qu'elle m'a dit à l'oral. Et donc j'ai dit, bah écoutez, ça tombe bien parce que de toute façon, on n'était pas obligé de faire une G2 parce que le terrain n'est pas considéré comme la DDTM comme nécessitant de faire une G2 parce qu'il ne le considère pas à risque, puisque donc dans toute la documentation, parce que j'avais fait une étude avec la DTM avant, ils m'avaient expliqué que sur ce terrain-là, ils savaient qu'il y avait 2 niveaux différents, qu'il y avait une partie qui était la rive de la berge, enfin la berge, la rive droite de la Morelle, et que au-dessus c'était la butte. Donc ils connaissaient très bien le terrain. On voyait qu'ils avaient travaillé le sujet. Et il m'a dit, mais vous inquiétez pas, là où vous positionnez la maison, il y a aucun problème parce qu'elle n'est même pas en zone de remontée des nappes phréatiques. Elle n'est pas la zone d'implantation, elle n'est pas sur la zone connue d'inondation, et elle n'est pas sur des zones connues de ruissellement d'eau de pluie. Donc la zone que vous avez sélectionnée pour votre projet, c'est là où effectivement, c'est la zone, vous n'avez même pas besoin de respecter la réglementation en zone inondable. La seule chose qui est nécessaire, c'est de faire 20 cm au-dessus du sol. D'ailleurs, la DDTM a fourni un avis dans un mail où il précise bien qu'au vu des caractéristiques du terrain, il y a la seule technique réglementaire à prendre en compte, c'est 20 cm au-dessus du sol, mais que si on désire prendre plus parce qu'effectivement on est en zone Asie, c'est tant mieux, voilà. Donc résultat des courses, la jeune fille de Gemapi très contente, elle nous dit vous inquiétez pas, je passe à l'assignation la semaine prochaine, vous devriez le recevoir d'ici 15 jours. 15 jours ça vient pas, puis début octobre on reçoit un recommandé de la part du maire, refus de permis de construire parce que l'avis Gemapi est défavorable. Mais par contre, je veux juste préciser une chose par rapport au terrain et pourquoi on l'a acheté, c'est que c'est notre terrain, c'est ce terrain-là chez nous, c'est pas ailleurs. Pour moi, enfin, il y en a, ils ont pas de problème à se dire bon ben ma maison, je peux pas avoir ce terrain-là, je vais le mettre là, je vais le mettre là. Non, quand c'est un projet de vie et quand on a failli mourir 3 fois comme moi, quand on se projette à un endroit, voilà, c'est le lien qu'on a à la terre, au lieu, à la maison qu'on va construire. C'est pas un lien émotionnel, c'est un lien existentiel. Donc ce terrain-là, c'était le terrain. Et donc c'est aussi pour ça que on a acheté le terrain. Et on a acheté le terrain et on a fait sauter la clause comment dire, la clause je sais plus comment on dit, parce que justement, d'abord on avait tous les green lights, que ensuite c'était notre terrain et on est tombé sur le cul, on a été surpris parce que nous, on avait tout fait. Ça ne pouvait arriver que pour nous, que pour ce projet-là, que dans ces conditions-là. Voilà. Donc, encore une fois, comme pour l'histoire du fait qu'on doit partir de cette maison-là à un moment critique et où on trouve pas de logement, voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein, quand on a la mouise, on a la mouise, hein, voilà, c'est comme ça. Donc c'est la vie. Donc voilà, pour finir sur le sujet. Je comprends la question, elle est importante parce qu'il faut la discuter. C'est clair que pour quelqu'un qui a des projets d'achat ou des projets de construction que dans le but d'investir dans de l'immobilier et qui sait qu'il va le revendre 5 ans ou 10 ans après, oui, je comprends qu'on fasse attention à des clauses, etc. Quand on est sur un terrain où c'est pas du tout la même philosophie, où le projet c'est pas du tout le même, où arrivé à un moment donné, on doit faire des choix et on pondère les priorités de ces choix. Et quand on a sécurisé normalement tous les autres risques, le choix qu'on fait, le pourcentage de chances que ça fonctionne pas, normalement, ça devrait pas se produire comme ça. Là, c'est pas technique le problème. Le problème, c'est un problème politique. Et donc, à partir du moment où c'est un problème politique, les gens, ils vont pas le dire. Hein, avant, les gens, ils vont pas venir nous voir en nous disant mais vous comprenez, nous on a un vrai problème avec ça, parce que ça, et puis on va vous dire non pour telle raison parce qu'on va vous dire non par principe. Ils vont pas venir vous dire ça. Ils vont venir vous dire ah oui mais vous savez c'est compliqué ces trucs et tout machin. Hein. Ils vont tout justifier par la technique. Donc moi on me justifie les choses par la technique, je réponds par la technique. Voilà. Vous me dites A, je vous ai prouvé que c'était pas A, donc il y a pas de raison que vous me dites non. Donc voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en tout cas c'était long, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autre manière de répondre à votre question parce que votre question elle est très simple. Mais si j'y réponds simplement, les gens peuvent juste penser oh mais ils sont cons ceux-là, ils ont fait sauter la clause, ils ont acheté un terrain sans même savoir que non c'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà. Bon, j'espère que ça aura au moins appris des leçons à d'autres personnes que seulement à nous. Ouais, ouais.